présenter donc 4 projets ce soir qui sont en lien avec le projet Prospectus. Ces 4 projets qui ont été réalisés tous à Montréal. On a aussi revisité un peu nos projets pour les réactualiser en fonction de certaines observations plus actuelles. Et donc, c'est un peu des observations qui sont très récentes, donc on présente vraiment les projets différemment par rapport à ce qui a été fait, peut-être de manière plus introduite. Hypothèse d'amarrage, un premier projet de SIN. On a trouvé que ce projet-là était important à souligner parce que c'est le projet d'émergence du collectif. Et c'est un projet qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc, par rapport à d'autres actions et d'autres interventions qui sont parfois plus temporaires, ce projet-là dure depuis déjà son début en 2001. Le projet Hypothèse d'amarrage est vraiment un projet qui a commencé tout simplement par il y a comme un écart, ou du moins un désir de transfert d'une pensée par rapport à la conception de l'objet, par rapport plus centré sur son implantation. Donc, ce décalage-là est un décalage qu'on trouvait important à travers ce projet-là, de ne pas accorder l'attention sur l'objet comme tel, mais l'objet trouvé, et essentiellement de penser à sa localisation par rapport à des observations liées à la ville. Pour ce projet-là, il y a eu 6 mois d'analyse de la ville qui ont été faites à différents niveaux pour trouver différents types de sites. Vraiment une observation très large de la ville. Les projets de SIN partent souvent un peu de cette idée d'une constatation de la réalité de la ville, comment elle se développe, les conséquences du développement contemporain. D'où nos observations au départ, c'était le nombre en fait, d'espaces résiduels dans la ville de Montréal à ce moment-là, en 2001, le nombre d'espaces vacants, de délaissés, qui offrait une opportunité un peu de créer finalement d'autres espaces, d'autres types d'espaces publics. Donc, le projet consiste en 20 tables de pique-nique qui seront disséminées dans la ville de Montréal. Le projet, qu'est-ce qui fait, en fait, la question que je me posais, c'était un peu, qu'est-ce qui fait de la table de SIN une table différente des autres tables? Donc, qu'est-ce qui fait finalement de la table de SIN un geste particulier par rapport au déploiement de la ville de Montréal et les autres tables de pique-nique? Un élément, c'est bien sûr, c'est le choix des sites. Le choix des sites est fait par rapport à des micro-sensibilités qui se font liées à la ville. Contrairement à la ville qui déploie les éléments parfois sans nécessairement, sans contextualisation ou sans repère exact par rapport à des lieux, ici il y a une spécificité qui est très importante par rapport à chaque table. Donc ici, c'est un exemple qui vous est montré, c'est cette table de pique-nique qui a été donc posée sur un petit espace résiduel dans la petite Bourgogne, qui est en fait toujours un souci d'apporter une considération à des espaces qui le sont plus souvent. Donc ici, dans un complexe d'HLM où finalement peu d'espace était donné, peu d'équipements sont offerts aux occupants. Un autre point, je pense que c'est important de mentionner par rapport à la table de SIN, qui est sa particularité, c'est aussi, évidemment, comme je disais, son déploiement, mais la nature de son déploiement qui est qu'aucun site, en fait, toutes les tables ont été amarrées à des sites sans aucune forme d'autorisation, sans aucun permis. C'était quelque chose qui, à travers le projet conjointement avec SCOL, était déjà entendu dès le départ du projet. C'est un point sur lequel on est, parce que, en fait, c'est un aspect qui est important dans le sens qui permet un peu de mesurer aussi la tolérance de chaque site, le temps qu'une table pourrait rester, mesurer toujours un élément qui revient souvent dans ce projet-là, la dimension publique et privée des espaces où les tables sont déployées. Ici, vous voyez au bord de la cité du Havre une table qui avait été posée la nuit sur le bord en fait, du Saint-Laurent et posée en bas sur une plateforme existante qu'on avait trouvée qui était en béton.
Encore en termes d'installation, un système de camouflage. Nous étions tous habillés comme des employés de la ville de Montréal en entretien. Donc c'était une façon un peu pour nous de s'infiltrer dans un système existant sur divers sites. Ici, une installation qui était faite sur un site situé encore à côté de le musée d'art contemporain et qui, en passant, est une des premières tables qui a disparu, qui était une des premières tables à être enlevée des sites. Évidemment, on a choisi un moment opportun pour l'installer, qui était pendant le festival de jazz, pour s'insérer un peu dans cette mouvance. Il y a vraiment des sites où il y a une observation vraiment sensible au lieu, pas nécessairement dans le sens réinventer toujours un nouvel espace ou réinventer ou créer un nouvel espace public, mais plutôt observer des réalités émergentes dans la ville. Dans ce cas-ci, c'était un lieu qu'on avait déjà observé, que les gens se rendaient là spécifiquement pour voir les avions décoller et atterrir. Donc, avec un peu ce voyage imaginaire, sans nécessairement voyager, mais cette capacité de pouvoir voyager à travers un rapport relationnel. Et fumeurs de potes, couples, dépendamment des heures, la fréquentation était assez diversifiée sur ce lieu-là. Mais évidemment, comme beaucoup d'espaces émergents publics, qui ne sont pas les espaces qu'on pourrait dire officiels, c'est des espaces qui ont peu de considération ou peu leur est offert aux usagers ou aux occupants. Alors, on a décidé sur ce site-là de laisser 3 tables de pique-nique qui sont restées là assez longtemps. Mais malheureusement, après un certain temps, à travers cette évolution des sites, le site a été fermé d'accès. Un élément que j'aimerais mentionner par rapport à ça, c'est que un autre point important, je pense, par rapport à ces projets-là, c'est d'être aussi conscient en tout temps que à travers ces actions artistiques, il y a toujours une révélation d'un lieu. Donc, il y a une certaine précarité de l'espace, mais qui, à travers un dévoilement, une révélation, peut aussi avoir un contre-effet qui peut aussi, finalement, bannir, ou du moins enlever, finalement, cet espace à certains citoyens. Donc, c'est toujours quand même un jeu qui est équilibré, ou du moins qu'on essaie dans un dialogue, mais en même temps qui, à travers cette attention-là, remet en question la nature même des espaces. Comme je l'avais souligné auparavant, il y a vraiment un désir de diversité d'espaces. Des fois, c'est des espaces qui sont entièrement délaissés ou abandonnés, mais parfois, c'est des espaces avec potentiel public, mais qui sont de l'ordre vraiment purement de la représentation. Je pense que cette idée-là des espaces publics essentiellement produits pour la représentation est quelque chose auquel nous faisons face de plus en plus, qui est de plus en plus courant. Alors, ces petits espaces de ronds-points à travers des bungalows ici à Rosemont sont des espaces finalement de non-utilisation, si on voudrait. Alors, lorsque cette table a été posée, on a eu assez d'étranges commentaires de résidents surpris par cette intention de la ville de vouloir mettre une table sur cet espace-là qui ne pouvait pas être utilisé. Et évidemment, dès que la table a été posée, des jeunes s'en servaient et donc il y avait une relation, une sociabilité qui entourait la table et donc qui créait aussi un contact potentiellement entre les habitations qui n'avaient pas dans le passé. D'autres lieux, ici, un site qui, lui, a été beaucoup documenté, photographié, qui est celui de l'échangeur Turcot. Évidemment, là encore, je souligne un peu cette idée que des fois, ici, on avait constaté énormément de jeunes qui jouaient dans cet espace-là, que ce soit au ballon de basket, que ce soit différents usages, qui faisaient des feux la nuit. Donc cet espace-là, est vraiment un espace, encore là, d'imaginaire, de potentiel, qui stimulait beaucoup de jeunes, de différentes personnes, et qui, contrairement à la perception peut-être fonctionnaliste ou peut-être de la ville, où il est perçu comme un espace qui est à anéantir, qui est défléchi, il y a simultanément cette autre réalité de la perception d'un même lieu. D'où la raison qu'on a voulu poser
table et accorder aussi, encore là, une attention à un espace qui est négligé. Pour finir sur les dernières images, je pense un des points importants d'Amarrage, c'est la documentation de l'usure. À travers ce projet-là, il y a vraiment une attention particulière qui est donnée de documenter un projet à travers le temps. C'est un travail qui a été fait de manière assez ardue, assez poussée avec les années. Documenter aussi ce qui n'est pas documenté. Donc, je pense qu'à travers cette réalité qu'on connaît, nous, à travers l'architecture, à travers différents projets, les projets d'architecture sont souvent montrés au lancement, au vernissage, à ses débuts, mais les éléments sont rarement rediscutés ou redocumentés avec le temps. Donc ici, vandalisme ou appropriation de la part d'autres et de sans-abri. Je pense que cette notion un peu de ce que Michael Hart et Antonio Negri avaient appelé le maintenance, qui est l'entretien, est un élément fondamental aussi dans ce projet-là. C'est qu'en fait, cet objet-là, en quelque sorte, n'appartient à personne. Je pense que cette particularité de cette table de pique-nique n'appartenant à personne révèle aussi une nécessité de la participation, de la non-participation. Cet objet, il dépend en fait du désir des occupants du site. Et ça, c'est un élément qui pour moi, définit un peu cette ambiguïté que crée l'objet à travers une ambiguïté du domaine privé et du domaine public. C'est que finalement, à travers ce projet-là, et à travers ces lieux-là qui aussi le confirment, qu'il n'y a plus finalement nécessairement de notion de domaine. Donc en fait, cette réalité fait que ce sont les gens qui, à travers cette appropriation-là, ou cette occupation-là, prennent finalement cette responsabilité-là du creative maintenance ou de l'entretien créatif qu'on pourrait appeler. Donc ici, pas besoin d'expliquer. Tout simplement des éléments qui sont trouvés autour des sites pour pouvoir prolonger leur vie dans certains cas. Des sites où un entretien a été fait par des inconnus que nous, évidemment, ne connaissons pas. Une table de poubelle, la table nettoyée, donc des observations par rapport à cette forme d'adoption sans nécessairement de propriété. Les sites, beaucoup de sites évidemment ici liés encore là à une diversité d'espaces tels qu'un abri naturel, un abri par des sites orphelins. Ce qu'on appelle des sites orphelins sont évidemment des stations d'essence abandonnées, donc sont même plus de propriétaires. Et évidemment tout un apport social aussi à cette finalement infiltration du social dans ces lieux. Je termine, je pense, en tout cas, sur cette image qui aussi parle aussi de la nature, on parle de ces lieux ou de l'intervention qui amène parfois dans son indétermination une rencontre hétérotopique, une rencontre parfois avec moins de code, et je pense que souvent les espaces moins codifiés ouvrent un peu une brèche vers des rencontres qui sont peut-être plus insoupçonnées. Et pour finir ici, cette image que nous venons d'assembler en revisitant certains sites. Je ne sais pas si tu voulais... Essentiellement, une constatation, une forme d'observation de ces tables-là qui étaient un peu envoyées comme des sondes dans l'espace urbain de la ville de Montréal. Et de constater à quel point il y a peut-être un réservoir de disponibilité d'espaces vacants dans les années 2000. Montréal était à l'époque dans une période de construction, une espèce de ralentissement de construction. Donc, avec cette accélération-là, avec peut-être une forme de privatisation de certains sites aussi, on a pu observer que finalement, ces sites-là étaient des formes d'interstice qui s'étaient un peu refermées à travers cette action-là, qui est en fait la plus longue de sites, qui permet un peu de jauger un peu de cette latitude-là qu'il peut y avoir dans la ville sur l'espace.
Donc, pour changer de registre, un projet qui s'est passé dans un tout autre univers, celui de la ville intérieure souterraine, qui avait été produit à l'époque en collaboration avec le CCA, qui pour nous avait un point satellite en fait de diffusion dans la ville intérieure. Puis pour nous, c'était un point de départ qui était très intéressant parce que Montréal, à l'époque, il y avait très peu de travail de représentation qui s'était fait de la ville intérieure à ce moment-là. Pour un touriste qui arrive à Montréal, qui s'imagine, qui vit par exemple au Chili ou ailleurs, je me souviens, j'étais à Santiago, puis j'avais lu un article sur la ville intérieure, puis un article qui parlait de cette ville intérieure-là comme une espèce de monde souterrain, 30 km de réseau piétonnier. Et finalement, pour un peu se rendre compte que finalement on a vraiment une familiarité avec ces environnements-là, c'est des environnements qu'on utilise de manière très prosaïque par moment. Et donc, l'idée de prospectus, c'est un petit peu de se promener, de dériver, de proposer une espèce de flânerie entre le banal et l'incommensurable de cette ville. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'imaginer la totalité de cette ville-là, qui est une forme de bâtiment en soi. Donc, l'hypothèse que posait Cine dans ce cas-ci, c'était vraiment d'imaginer cette ville-là comme une espèce d'énorme bâtiment qui viendrait contenir la multiplicité des expériences de la ville qui est très parallèle en fait à la ville du Havre. Donc, évidemment, on observe une carte comme ça, puis on peut s'imaginer que c'est un espace qui peut paraître très, très continu, mais en réalité, il a été conçu, il a évolué au fil d'une espèce d'évolution un peu ad hoc, qui n'est pas très loin du junk space non plus par moment, et qui laisse envisager qu'on pourrait explorer cette géographie-là pour ces zones synthétiques, ces zones interdites, des ressources aussi qui sont en place. On peut penser qu'il y aurait une cathédrale, il y aurait par exemple une patinoire qui serait disponible. Donc en fait, l'intérêt public de cette ville-là aussi qui est en fait, en réalité, géré énormément par des instances privées. Et donc c'est pour ça que la table comme objet dans la première phase des hypothèses d'amarrage, qui était une manière de tester ces limites-là d'une certaine manière de l'objet qui peut évoluer, qui peut aussi créer des situations de socialité. Dans ce cas-ci, pour nous, la dernière limite d'action dans la ville intérieure, qui est quand même assez quadrillée par la surveillance, avec toutes sortes d'intérêts sur des zones axées sur la consommation dans certains cas, c'était le vêtement en fait. Le corps qui est un peu la dernière limite et qui est en fait exposé, sollicité, exposé à des odeurs, des diffuseurs d'odeurs, de la musique, il y a même une espèce de raréfaction sensorielle des fois. Et en même temps, de produire un travail photographique, vraiment un travail de distanciation en lien avec la photographie, mais tout de même une expérience réelle du port de ce vêtement-là dans ces zones-là, qui était parfois qui provoquait des formes de perturbation. Donc, évidemment, quand on parle d'agora publique dans la ville intérieure, on peut penser au complexe des jardins qui était construit dans les années 70, qui est quand même un équipement urbain encore assez polyvalent, qui permet toutes sortes de rencontres. On a souvent observé des groupes d'aveugles qui se rencontraient là, des enfants qui se réunissent pour des visites ou des parcours dans la foire alimentaire. Donc les foires alimentaires, en dehors des zones de consommation aussi, qui peuvent aussi provoquer ces espaces un peu plus post-it d'espace public qu'on peut imaginer. Donc aussi une géographie artificielle à explorer, évidemment, dans cette ville intérieure. Donc l'intérêt pour ce projet-là, c'est de non pas non plus vouloir créer une ville miroir, imaginer une ville miroir de la ville en surface, mais de l'explorer à travers son artificialité, puis en fait d'autres formes de potentiel. Donc évidemment, dans ces univers-là, on n'échappe pas à l'univers du shopping, aux pressions du shopping, l'espèce et toute la stratégie qui réside autour du shopping, notamment évidemment avec la production de junk space comme une espèce d'espace qui serait continu et qui est continuellement revampé pour éviter d'avoir, pour encourager l'effet de désorientation en fait dans la ville intérieure aussi. Donc des effets de miroir, des effets de prisme, qui fait que c'est des stratégies de shopping, en fait, qu'on lit un peu des études sur le shopping, il y a des stratégies évidentes de désorientation qui sont induites. Donc pour nous, c'est évidemment une réalité qui est très présente. On peut passer d'écarts absolus, des écarts extrêmes, et ça c'est tout autour du métro Place des Arts, un hôtel qui était reconverti en galerie marchande luxueuse. Et de l'autre côté de cette station-là,
l'allocation d'espace à des prix beaucoup plus réduits, beaucoup plus abordables pour des marchands dans une plus grande précarité et qui font vivre tout un souk, en fait, toute une espèce de réalité informelle. Et ça, c'est à peu près à 200 mètres entre la station Peel. Donc pour nous aussi, c'est vraiment une exploration de cette condition-là artificielle, de ces déserts arides, un espace extrêmement surveillé comme l'OACI. Donc on est vraiment dans le degré zéro du design. L'histoire d'un espace qui est lisse, qui est assez amnésique et puis qui permet une expérience assez proche de la science-fiction entre utopie et dystopie finalement. Donc l'idée un peu de faire usage de tactiques, de ruses pour réimaginer les appropriations de ces espaces-là, parce que l'espace est là, il y a une temporalité à ces espaces-là qu'on peut aussi venir habiter, et pourquoi pas venir explorer ces espaces-là avec des actions très spontanées de soft tennis, de jeux de hockey sur table, en fait, qui était dans un McDonald's qui est maintenant disparu, donc un espace extrêmement générique aussi. Et ce jeu-là, entre autres, était beaucoup utilisé dans une foire alimentaire pour des jardins. Beaucoup de ressortissants de la communauté chinoise qui appréciaient cette action-là. Et ultimement, l'expérience de la flânerie qui était assez révélatrice dans ce cas-là, c'était quelques achats de crème glacée molle dans des kiosques et quelques moments d'attente dans les files d'attente à la gare centrale qui nous ont valu en fait une expulsion des lieux. Donc, et c'est là que le vêtement signalétique, le vêtement tel qu'il est, produit toutes sortes de lectures, de perceptions qui peuvent aller d'escrimeurs par des grands-mères qui nous parlaient jusqu'à une équipe de biodécontamination qui serait apparue d'une manière impromptue dans la gare centrale. Donc, et même là, le corps, en fait, comme dernière limite, est même un petit peu assujetti aux pressions du contrôle. Donc, évidemment, les vecteurs de mobilité dans la ville intérieure, les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les escaliers roulants, qui nous permettent de voyager aussi dans cette ville-là multi-étages. Donc, je pense que pour une utilisation citoyenne, une conscience citoyenne de ces lieux-là, pourquoi pas venir aborder des hôtels, en fait des lobbies d'hôtels comme des espaces feutrés pour se reposer pendant le pause du travail. Évidemment, l'expérience de la musique aussi, qui est extrêmement présente dans ces espaces-là. Donc, le souci d'enregistrer aussi cette musique qui est en soi une forme d'outil d'ambiance, même de contrôle par moment, et qui est en fait diffusée dans l'installation présentée sur ces îles. Des salons de démonstration aussi dans les centres d'achat qui peuvent aussi devenir des espaces de tranquillité et des oasis, évidemment, dans les coins tentaculaires complètement perdus. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un rapport au temps dans cette ville-là et qu'un type d'action comme ça aussi s'inscrit aussi dans une forme de temporalité de vie. Un lexique a été produit, donc on vous invite en fait à peut-être faire circuler un prospectus de l'action, un glossaire qui a été produit, puis je pense qu'il rentre quand même en dialogue avec la volonté curatoriale d'ABC Montréal de produire une forme de lexique sur la ville et de s'imaginer, de proposer des imaginaires européens qui pourraient être nommés. L'installation qui était un point central, une espèce de hub, un point de départ, et évidemment le partage de l'expérience de prospectus qui était divulgué et surtout encouragé pour que d'autres puissent participer à cette marche-là, à explorer la ville du Moyen-Orient. Donc, je vais peut-être aller un peu plus rapidement, tout simplement pour revenir sur la jeunesse de la ville intérieure. Il y a quand même eu une espèce d'évolution naturelle, mais vraiment ad hoc à partir évidemment des intentions initiales de Vincent Ponté en 1962 avec la place de Marie, les galeries marchandes. La réalité aussi d'une ville multi-étage, donc ça c'est une section, une coupe de la place Bonaventure, qui pour nous est un équipement absolument fascinant, entre autres pour cette réalité-là des microclimats qui sont présents dans cette ville-là, dans cette ville intérieure-là. Les microclimats qui seraient par exemple des espèces des moments climatiques qui peuvent nous amener à repenser notre rapport à l'hiver. Donc, le toit jardin, on vous invite tous à aller faire un saut dans la piscine chauffée l'hiver parce que c'est assez agréable. Et donc, ça, c'était le point culminant d'un atelier public avec le CCA il y a quelques années sur le microclimat.
Elle est publique, là? C'est public, la payant. piscine, là? Elle est quoi? C'est payé. Oui, il faut payer ou peut-être juste. C'est gratuit pour C'est les gratuit le dimanche. Du dimanche. Il y a la question de l'humidité aussi qui peut être aussi perçue comme une espèce d'apaisement de l'expérience de la ville intérieure parce que c'est des environnements qui sont très très secs quand on parcourt ces lieux-là, donc pourquoi pas l'humidité climatique aussi. Et des transformations extrêmes qui peuvent aller de la mise en suspension de la cathédrale pour construire les problèmes de la cathédrale qui ont maintenant totalement évolué en autre chose, c'est rendu un parking alors que c'était initialement une foire alimentaire. Et évidemment, des transformations qui sont assez ingénieuses, mais qui pourraient aussi être repensées à d'autres fins que des attitudes de branding ou de publicité. Donc, la fontaine d'un espace, d'un atrium qui est converti avec une structure temporaire pour un sapin de Noël. Donc, tout ça pour passer. Je vais avancer. Un constat qu'on a pu faire dernièrement, je pense qu'en étant retournant dans la ville intérieure, Hyperbâtiment, c'est aussi son stade et son abandon. Il y a énormément d'espaces maintenant qui sont vides de plus en plus, et je ne sais pas si vous êtes au courant du terme dead malls, mais les centres d'achat meurent. Remcolas, on avait déjà parlé dans le livre Shopping, il y a des milliers de centres d'achat qui sont en démolition présentement dans toute l'Amérique du Nord. Je vous amène ça parce que je pense que ce point-là est important pour revenir un peu sur aussi la nature de l'intervention. Ces espaces-là sont de plus en plus nombreux, vacants. La différence entre le centre d'achat dans la ville souterraine et celui dans la banlieue, c'est qu'il est indestructible. Il est là pour rester. Il est bâti dans le roc, il est bâti dans le béton, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut raser nécessairement aussi facilement qu'un centre d'achat en banlieue. Aussi, pour vous ramener sur le concept qui départ, parce que Jean-Maxime présentait un peu l'hyper-bâtiment dans la présentation de l'origine du projet moderne. Le projet moderne était le point de départ, mais aujourd'hui, on pourrait dire que la ville générique et l'espace générique du centre d'achat est complètement à l'écart aussi du projet moderne, dans le sens qu'il est moderne, si on veut, mais il n'a plus de contenu social et culturel. Donc, il n'a plus de vision, ce projet-là. Ces espaces-là qu'on a voulu faire dans la ville de Montréal et sur lesquels on a revu et étudié, ont beaucoup émergé des années 80. Ce que vous avez vu en dessous de l'église, le centre d'achat qui était construit sur une église, c'était aussi un désir de la ville de Montréal de faire compétition à la banlieue. Donc, en fait, c'était comme un désir de faire une réplique de la banlieue en ville. On a beaucoup d'exemples de ça. On a des exemples dans la petite Bourgogne avec l'idée du bungalow en ville. Plusieurs bungalows qui étaient du projet doré ont voulu faire des bungalows à Montréal pour faire compétition. Donc toute cette idée-là, finalement, de faire une réplique de l'expérience pour finalement faire venir les gens de la banlieue à Montréal. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que c'est en grande partie un échec. Parce que l'échec, et qui aussi rend ce projet, c'est qu'il n'y a plus de singularité de l'expérience. Si les gens de la banlieue veulent dire moi, c'est une certaine singularité. Alors, où est la singularité de l'expérience? C'est de toute façon, le centre d'achat est identique. Donc, à travers un peu ce raisonnement-là, qu'on peut faire, c'est qu'on voit ce désir de branding dont Jean-Maxime avait juste souligné un mot, c'est toujours un désir un peu artificiel de donner cette spécificité-là au lieu, que ce soit la jungle urbaine, que ce soit nous sommes le cœur de la ville. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité de la ville souterraine est d'autant plus critique que la ville en surface est de plus en plus animée. Alors, la ville s'est rénovée, les boutiques sont plus animées sur rue, les boutiques sur rue vont même mieux que dans les villes souterraines aujourd'hui. Donc, l'élément devient plus critique. Et à travers ce processus-là de branding finalement superficiel, c'est tout ce désir de recherche de soi-même et de recherche de spécificité. Lorsqu'on a fait l'intervention par rapport aux vêtements, amener un peu finalement ce regard de réalité spontanée ou d'atmosphère qu'on puisse créer, qui n'était pas nécessairement une volonté, évidemment, de la ville intérieure, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les espaces. Donc je pense qu'un des enjeux futurs
et principal de la ville intérieure, c'est de ramener un peu cette singularité d'une certaine expérience. Et c'est aussi, en partie, un échec du hyperbâtiment, c'est l'incapacité de créer des liens avec l'extérieur. La ville souterraine se trouve avant ce problème-là. L'hyperbâtiment, à l'origine, que ce soit la place Bonaventure, était fait pour avoir presque aucun, ou strictement aucun lien avec l'extérieur. Donc, à travers cette réalité-là, il y avait une émergence d'une nouvelle forme sociale, une nouvelle organisation sociale, mais en même temps, il y avait une grande faiblesse, une perte au niveau de la relation avec le contexte existant. Et c'est le problème de la ville souterraine, d'après moi, c'est comment on recrée ces liens-là et comment on donne finalement un programme autre que purement à court terme de profit, comment on insère ces programmes sociaux. Je ne sais pas où on en est pour le temps, on va peut-être mettre un peu de pied sur l'accélérateur. Donc, hypothèse d'insertion, en fait, c'était surtout un survol ou une exploration d'un ancien secteur du Red Light, qui est maintenant, qui était déjà un secteur très déstructuré à l'époque, mais qui était vraiment en fait qui avait vraiment hérité en fait de la période de prohibition des années 20 aux États-Unis, puis qui avait fait de Montréal une scène de cabaret. Et éventuellement les escouades de moralité du Madrapo dans les années 60-70 avaient aussi beaucoup démantelé ce secteur-là. Donc la recherche qui avait été encouragée à l'époque par l'espace, par Vox, en fait un centre d'imagerie contemporaine, qui s'intéressait en fait à sa situation dans le quartier et comment est-ce que, au fil de ce qui se produisait comme élément de résistance vis-à-vis la requalification du quartier par l'industrie culturelle, par le rebranding du quartier des spectacles, comment on pouvait aussi provoquer une réflexion sur cette question-là. Comment aussi on pouvait aussi imaginer une forme de polyphonie urbaine, l'importance de maintenir cette espèce d'écologie-là, de voix, de désir d'identité qui nous paraissait important, surtout dans un secteur qui est extrêmement achalandé, et ce pour toutes sortes de raisons, pour évidemment le travail du Red Light, mais aussi pour la proximité avec avec des équipements urbains en fait, d'habitation sociale. L'UQAM n'est pas très loin, donc il y a vraiment une masse critique d'activité dans ce secteur-là qui était à l'époque quand même assez surveillée pour toutes sortes de raisons. On a décidé, encore là avec l'idée qu'une action peut informer différentes disponibilités. Donc l'action très très simple de partir en fait du Montréal Pool de cet espace-là qui est assez multiple, et de l'icône de la table de billard, en fait, qui est un équipement qui était très présent dans les bars à l'époque. C'est un projet qu'on avait en fait produit précédemment à Paris avec une table de baby-foot qui avait révélé énormément de choses sur, par exemple, la présence du baby-foot dans des secteurs très achalandés, ethno-culturels du 18e arrondissement à Paris, et comment est-ce que cette action-là peut venir ouvrir des brèches de possibilités, de potentiel, des espaces publics qui apparaissent et disparaissent au fil d'action. Donc, le positionnement de la table comme une espèce d'urbanisme ultra léger qui provoque des situations de rencontre entre des individus qui ne se seraient pas nécessairement parlé. Et donc aussi le caractère un peu transculturel puis transfrontalier même là-dedans, parce que cette table-là ou cette action-là permet aussi de voir à quel point il y a des frontières invisibles dans ce secteur-là. On passe du Chinatown jusqu'au secteur du Red Light. Ici, un moment de longue discussion en fait, avec une travailleuse du sexe qui nous a beaucoup parlé de son vécu, mais aussi des réalités sous-jacentes, des tensions qui peuvent être à l'œuvre dans ce secteur-là. Et évidemment, la venue du quartier des spectacles, qui à l'époque avait érigé une palissade, qui pour nous était quand même un indice surtout une réflexion à produire sur l'inclusivité de ces changements-là. À quel point est-ce qu'on peut penser, en fait, comment on peut se positionner par rapport à une forme de représentation dominante, une forme un risque d'évacuation de certaines réalités avec le levier du quartier des spectacles. Donc, si on revient à l'image du début du chaos visuel, en fait, de cette écologie-là, puis de cette nécessité de polyphonie urbaine-là, ça me paraissait important de poursuivre l'action
Ça, c'est juste un petit geste qui a fait penser, par exemple, et c'était pris en fait durant l'état d'urgence de l'ATSA, et la place Saint-Nicolas, en fait, qui est évidemment un lieu qui était un lieu charnière pour Montréal, un lieu qui est assez poreux encore en termes de possibilités publiques. Et la possibilité pour des formes d'appropriation comme ça qui sont rendues possibles par des actions de camp qui sont temporaires mais qui créent vraiment une espèce de requalification de l'espace public, de ce qui est l'espace commun public. Et c'est sur place qu'on a aussi joué avec des occupants de ce square-là pour ensuite venir léguer la table. Donc ça, ici, c'est une situation prédicable. On a bien pu voir les limites, en fait, d'usage de l'espace public, même avec un petit équipement comme ça, comme on fait face à des règlements sur la voie publique. Donc, quelques agents de sécurité qui nous ont gentiment dit de quitter la portion appartenant à l'UQAM pour porter, amener la table à quelques pieds, à quelques centimètres sur le trottoir de la ville. Donc, la table qui a été léguée au Centre d'amitié autochtone, ultimement. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'on fait un blitz des programmes? On est... donc, déprogrammé. On a voulu présenter ce projet-là parce que c'est un projet qui a émergé ici autour du CCA. C'est un projet sur lequel on travaille présentement. C'est un projet qu'on n'a jamais présenté. En fait, on l'a présenté sous forme de marche. C'est une marche spatiale qu'on a réalisée en fait. Au départ, c'était un projet qui est venu du centre d'artistes de Dardar, qui était dans le quartier auparavant et qui fait en fait la plus forme concrètement avec la galerie Green Island. Donc, déprogrammé. Je vais juste vous donner un petit aperçu sur le concept. Je pense qu'on pourra peut-être regarder juste quelques exemples. Déprogrammé est parti un peu d'un constat encore là qu'énormément de bâtiments et de lieux avaient été déprogrammés, si on veut, autour dans ce quartier de Guy Concordia. La déprogrammation, il faut voir aussi une critique du programme architectural qui est très forte actuellement par beaucoup de disciplines, par beaucoup de différents activistes et intervenants, sur l'idée que le programme architectural est conçu pour ne pas être transformé. C'est un élément statique qui a beaucoup de difficultés à évoluer avec le temps, avec la temporalité, mais aussi avec des désirs nouveaux des occupants. Donc le programme architectural, souvent, le programme urbain, décide d'avance des scénarios et donc tout est programmé, tout est subdivisé, il s'initie à l'élément-là, des éléments qui ont beaucoup de difficultés à évoluer avec le temps. Mais ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'est intéressé à la déprogrammation de deux façons, de différentes façons. La déprogrammation spontanée, spontanée par des résidents qui requalifient des espaces, mais une déprogrammation aussi qui peut être beaucoup plus stratégique et beaucoup plus opportuniste et instrumentalisée par d'autres agents. Donc, juste pour dire, la marche, je vous mets un peu, finalement, juste des traces un petit peu de cette marche passage qu'on a pu faire, démarre ici dans un camp qui a été organisé pour la plateforme d'Adaptive Actions, qui était en face, un camp qui était là pendant 10 jours en face de la galerie Green Island, où les gens pouvaient participer à des ateliers, mais aussi partager des actions d'adaptation de la ville. Le camp lui-même était une chose en soi, une forme de déprogrammation de l'espace. C'était un élément qui était assez difficile à pouvoir localiser dans ce lieu avec l'Université Concordia, qui n'avait jamais eu une activité non lucrative dans cet espace. Donc, il a fallu que Michel Thériault, directrice, se batte pour dire qu'il n'y avait rien avant, et que cet espace était un espace qui était voué à une autre forme d'activité. Ni de levée de fonds, c'était l'autre activité essentiellement. Et ça, c'est un atrium qui est là depuis facilement 20 ans. Voici un peu juste une photo large de l'aperçu du secteur qu'on a exploré.
de vraiment à proximité de l'Université Concordia, étant donné que le projet s'était déplacé vers la Galerie Lina Allen. La Galerie Lina Allen était très intéressée de se localiser dans une problématique du quartier et une difficulté aussi de rejoindre des occupants du quartier à l'extérieur de la population étudiante. Donc, c'est une préoccupation d'ancrage dans un contexte précis qui est le lac. Évidemment, comme vous le savez peut-être, l'Université Concordia est en grand développement, même on pourrait dire en boom. Depuis les dernières 10 ans, 15 ans, le nombre de bâtiments se multiplie dans l'espace. Donc, je vous montre cette carte-là parce que c'est un agent extrêmement féroce et important dans cet univers du quartier. La marche commence ici devant la Lina Allen. On a choisi ce début parce que paradoxalement, mais peut-être aussi par rapport à la programmation des espaces, c'est que cette porte de ce bâtiment conservé dans l'ensemble du méga ou du complexe universitaire est une porte qui est condamnée. Donc la porte de la galerie est condamnée en tout temps. Donc vous trouvez que c'était quand même un point de départ assez intéressant. Ici encore, c'est une observation que finalement, un patrimoine, une conservation du patrimoine, mais sans les activités. Donc on préserve évidemment, on connaît très bien l'architecture, la règle du façadisme, et ce n'est qu'un patrimoine de l'ornementation, mais pas de patrimoine immatériel, pas de patrimoine d'activité. Donc on trouvait ça intéressant, cette idée de réflexion sur ce premier lieu. Aussi de la déstructuration qui est assez présente au centre-ville avec les nombreux parkings et peut-être cette forme-là peut-être de décalage de terrasse atmosphérique. On pourrait parler de terrasse atmosphérique, on parlait de microclimat tout à l'heure, mais cette volonté-là de se retrancher peut-être la vie publique aussi avec une terrasse ultra chic, donc une forme de déprogrammation stratégique mais qui est un peu exclusive et qui me paraissait quand même intéressante à souligner. La déstructuration des parkings avec le groupe qui a pu constater à quel point il y avait le jour une espèce de densité de véhicules sur Montréal et souvent les parkings qui sont en ce moment illégaux, donc en fait dont les amendes sont tellement peu fortes qu'ils peuvent encore se permettre d'opérer sur ces lieux-là. Et des lieux comme ça, on peut aussi se questionner sur la notion de patrimoine, la préservation peut-être un peu obsessive en fait de vouloir préserver des bâtiments dans leur état initial et comment est-ce qu'on pourrait peut-être envisager aussi des formes de préservation architecturale qui pourraient intégrer des formes de transformation dans leur pérennité. Donc ici, c'est bien évident que c'est un îlot victorien qui a été transfiguré par des commerces, par une volatilité commerciale qui est beaucoup associée à des commerces irakiens, libanais, et donc la marche permettait en fait d'expérimenter en fait ces corridors-là, ces lieux-là qu'on ne marche peut-être pas actuellement. Un salon de coiffure qui a voulu travailler par exemple justement avec un écran vert pour réfléchir une lumière à l'intérieur puis avoir une espèce une autre forme d'expérience. La transfiguration qui est très visible à l'arrière du bâtiment et qui nous permet de constater qu'il y a quand même des singularités, qui ont fait des désirs qui sont menés à terme quand même en termes d'architecture un petit peu plus fantaisiste et des intérieurs qui peuvent vraiment nous proposer des intérieurs qui sont assez étonnants. Une piscine qu'on a observée ici dans un bâtiment moderne des années 70 qui, on a su, ne sert plus, ou du moins personne ne se baignait dans cette piscine. Ce qu'on ne voit pas dans le détail dans la marche, c'est que tout ça était fourni de portes coulissantes qui s'ouvraient vraisemblablement sur un jardin. Mais ce qui est intéressant dans ce constat, c'est comment, évidemment, encore là, les bâtiments perdent leurs attributs. Il y a des éléments qui, avec le temps, se perdent, donc des pertes et des fuites, finalement, de différentes qualités ou différentes caractéristiques. Et jamais, à travers ce processus organique de la conception ou du processus de transformation, on a pensé à quelqu'un qui pourrait agir à travers cette transformation-là, qui pourrait finalement dire oui, l'élément change de stationnement
éléments arrivent, les éléments apparaissent, mais comment on peut repenser finalement cet espace-là et que ce ne soit pas toujours juste nécessairement une dégradation ou une perte, mais aussi un renouveau. Donc c'est sur ce niveau-là de la déprogrammation, c'est cette idée-là que ce soit quelque chose qui soit en tout temps renouvelé et en tout temps vécu et d'agir à partir de cette masse, de cette matière-là pour des nouvelles expériences. Et ici, vraiment, c'est accablant de voir dans ce secteur-là la place que la voiture occupe et comment elle est devenue envahissante. Ici, c'est juste la vue, finalement, le jour du côté inverse de cette piscine, cette magnifique vue qu'ils ont de la piscine. Donc, le facteur de mobilité dans le quartier qui nous permet vraiment d'observer à quel point il y a eu une espèce de volatilité d'occupation des immeubles dans ce quartier-là et qui participe aussi à ces dynamiques-là qui sont en place. Évidemment, tous les bailliards des immeubles, si vous faites l'exercice de vous promener et de consulter les bailliards, vous allez souvent voir que la vitesse de changement des unités change trop rapidement pour que ce soit carrément réécrit à chaque fois. Donc, cette volatilité-là nous permet aussi d'envisager comment est-ce que peut-être que si je passe, il y a des moments de ponctuation comme ça, donc des identités qui viennent ponctuer l'espace public. La mobilité ne touche pas tout le monde, il y a vraiment des personnes âgées qui sont aussi affectées par une sédentarité et qui doivent être considérées. Et pour conclure rapidement, le Faubourg Sainte-Catherine qui nous paraît être probablement un lieu où il y a eu beaucoup de spéculation sur le devenir du Faubourg, en fait, qui a été atrophié. On peut dire que c'était une espèce de marché public qui a été atrophié au fil du temps avec des volontés initiales qui étaient très publiques et citoyennes. Et comment est-ce qu'il y a eu une espèce d'une emprise de ces espaces-là qui ont été vampirisés finalement par des activités de spéculation économique. Et donc, je pense qu'on peut conclure sur ce graphique-là, ou cette série, cette chronique-là, en fait, du Faubourg qui serait finalement tous les aléas, les mésaventures du Faubourg Sainte-Catherine, qui a été quand même sollicité pour être un espace étudiant de Concordia. Donc, une histoire à suivre. Trois petits points. L'Atrium qui a complètement, je veux dire, l'Atrium, pour ceux qui ont déjà vu ce lieu-là, était rempli de vie, de commerce, et je veux dire, qui ont complètement disparu, qui ont été finalement complètement vidés de leur... Pour juste vous amener, pour vous montrer que des fois, au-delà des apparences, deux complexes qui pourraient être finalement un peu similaires, ici l'AMC, le centre taxi, si on veut, et le Faubourg Sainte-Catherine. Dans le cas de l'AMC, ce qu'on observe, c'est peut-être une volonté de s'ouvrir à des nouvelles formes d'appropriation, d'usage de l'espace, contrairement au Faubourg Sainte-Catherine. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que encore là, même dans les espaces qui peuvent être considérés privés, peuvent devenir potentiellement des espaces publics aussi. Je sais qu'ici, un des désirs d'ouverture, je pense du centre qui montre un peu le désir d'ouverture de l'administration, était que les breakdancers commençaient à faire des entraînements dans les étages supérieurs et les administrateurs sont allés les voir, on a dit que vous devriez prendre l'espace central. Depuis, c'est devenu quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur avec les mois et les années qui suivent. Et ce qui est intéressant de voir dans ce phénomène-là, c'était que finalement, c'est tout simplement que cet espace-là, peut-être dans sa précarité, dans sa fragilité-là, a fait qu'il était ouvert à cette redéfinition de son espace et de ses potentiels et du lieu qui était déjà là, qui offrait cette possibilité-là. C'est ça. C'était le verbe.